Bonjour, mein Name ist Frank Wolf. Ich bin Musiker, bin in Straßburg geboren. Ich spiele Saxophon, ich spiele so, wie man es kennt, elsässischer Jazzmusiker. Ich habe viele Freunde, die Elsasser sind, die nicht unbedingt elsässisch reden. Ouais, j'ai eu cette chance de pas mal voyager, notamment grâce à ma collaboration avec Birelli Lagrène. C'est le guitariste, qui lui est connu dans le monde entier. Et j'ai beaucoup voyagé avec lui ces 20 dernières années, effectivement. Birelli est manouche, mais depuis l'âge de 16 ans, il s'est intéressé au jazz moderne, au jazz rock, à tout ça. Et donc j'ai effectivement commencé avec lui au sein du Gypsy Project, qui est un groupe plutôt de jazz typé et manouche. Mais on a fait d'autres projets, dont le dernier album que j'enregistre avec lui, ça date déjà d'il y a 10 ans, qui s'appelle Mouvement, où là il joue de la guitare électrique et où là on est plus dans du jazz rock, on va dire, par exemple. Moi je suis issu du milieu des orchestres d'harmonie. Qui est donc un milieu de musiciens amateurs. Mon père dirigeait des orchestres d'harmonie. Et, et en fait, je crois que la musique, les Allemands ont dû nous laisser ça d'une certaine façon, parce que l'Alsace, ça fait partie des régions françaises où la musique est la plus pratiquée encore, avec le nord de la France. D'ailleurs. Je crois que la musique, elle tient une place importante dans le cœur des Alsaciens. Beaucoup de la musique allemande, hein. Il faut dire ce qui est. Les Schlager, quoi. Hein, si je vois les voisins qui ont... moi, j'habite à la campagne. Hein, si je vois les voisins qui ont à peu près mon âge, c'est la musique qu'ils écoutent, en tout cas, oui. Alors, quand j'étais enfant, effectivement, hein, j'ai démarré avec les bénévoles de l'orchestre d'harmonie de Fegersheim, le village dans lequel j'ai grandi. Il n'y avait pas d'école de musique à l'époque, hein, c'était les anciens qui formaient les jeunes pour remplir les rangs de l'orchestre. Et à l'âge de 9 ans, j'ai rejoint cet orchestre. Et à 11 ans, j'ai passé le concours pour rentrer au conservatoire sur les conseils de mon prof de flûte à bec au collège, qui a dit « ce gamin, il a une bonne oreille, il faudrait qu'il essaye ». Et donc j'ai fait ça, je suis rentré au conservatoire à l'âge de 11 ans. Donc là, j'ai suivi tout un cursus classique. J'ai aussi fait des percussions. J'ai une très bonne formation musicale là-bas. Et à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser au jazz, parce que déjà de par l'instrument que je joue, hein, de par le saxophone, et à l'improvisation aussi. Donc j'ai été autodidacte pendant longtemps, et puis après j'ai fait quelques masterclass, j'ai rencontré des musiciens à force de jouer, j'allais dans les, comme qui dit, dans les jams, hein, dans les bœufs qu'il y avait déjà à l'époque dans les clubs qui n'existent plus, qui s'appelaient le Funambule ou le Café des Anges, ou le piano bar à Strasbourg, et j'ai fait mes armes là-bas. Et puis j'ai fait pas mal de variétés aussi, du cabaret. À 19 ans, j'ai commencé à remplacer Philippe Geiss aux côtés de Roger Siffert, par exemple. J'ai fait partie de l'orchestre de la Revue des Scouts pendant pas mal d'années. Mais j'ai toujours fait du jazz. Si c'était pas mon activité principale, à côté, j'ai monté des groupes, j'ai monté des projets. Voilà. Dès les années 50-60, il y avait pas mal de musiciens de jazz alsaciens. Je pense à Charles Beck, notamment, qui était un saxophoniste, clarinettiste, qui est connu comme compositeur folklorique, mais qui en réalité était un jazzman qui jouait très très bien du saxophone ténor, notamment. Et puis il y a une belle scène en Alsace. Nous parlions de Birelli Lagrène tout à l'heure. Il y a Marcel Leflair aussi. Il y a, ça c'est pour les musiciens manouches. Il y a Bernard Struber qui a été le premier. En fait, c'était la première classe de jazz en France. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était en 78, et ça a été une des premières classes de jazz dans un conservatoire en France. C'est Bernard Struber qui l'a monté à Strasbourg. Donc oui, je crois qu'il y a un historique, il y a quelque chose d'important. Ouais. Et Michel Auxerre, qui lui aussi, lui, je crois qu'il a joué carrément dans l'orchestre de Duke Ellington, il me semble. Ouais, on s'est rencontrés une ou deux fois il y a quelques années, notamment quand je jouais à Célestat ou à Colmar. Il me semble qu'il organisait le festival de Münster. Le jazz, il s'est nourri des folklores du monde entier, depuis qu'il existe. Les plus communs, c'est par exemple l'Amérique du Sud, hein, les folklores latins, hein, ce qu'on appelle le Latin jazz. Mais en vrai, il s'est nourri des folklores du monde entier, hein, puisque aujourd'hui on fait du jazz avec de la musique nord-africaine, avec de la musique asiatique, avec tout. Hein. Moi, j'ai aussi fait quelques adaptations traditionnelles alsaciens, jazzéifiées, on va dire. C'est très amusant de faire ça. Hein.
Au début du XXe siècle, les musiciens ils faisaient des variations autour de la mélodie. Et au fil du temps, il y a des conventions qui sont arrivées. Il y avait des improvisateurs qui allaient de plus en plus loin, et mélodiquement, et harmoniquement, et rythmiquement. Et en fait, c'est une grille, c'est un canevas en fait. C'est-à-dire, on peut se servir d'une mélodie qui va servir de base, et à partir de là, on va se servir de cette structure pour improviser. Et pour vraiment se l'approprier, éventuellement, on peut y mettre une rythmique un peu différente, hein, qui va swinger ou qui va groover un peu plus que nos musiques traditionnelles qu'on connaît bien. Le jazz, il est arrivé en Europe pendant la Première Guerre mondiale, à vrai dire. Hein, les premiers orchestres de la Nouvelle-Orléans sont arrivés en Europe dans les années 10 ou 17, vraiment dès le tout début de cette musique, et j'imagine qu'il devait y en avoir en Alsace aussi. Je pense que dans le Barabli, il y avait pas mal de swing aussi. Pour fréquenter notamment le Festival Jazz d'Or depuis de nombreuses années, hein, depuis que j'ai l'âge d'aller à des concerts, grosso modo, qui est un festival en plus qui est relativement exigeant sur le plan de la programmation. Hein, c'est pas forcément parce que bon, dans le jazz il y a énormément de styles différents. C'est d'ailleurs souvent ce qui effraie les gens qui ne connaissent pas cette musique parce qu'ils savent pas trop où aller. Jazz d'Or a une programmation d'un jazz relativement exigeant, et je crois qu'ils font le plein depuis que ce festival existe, dans tout le bassin rhénan, hein, puisque je crois que les concerts vont jusqu'à Karlsruhe, et c'est pas mal délocalisé, quoi. Et puis avant ça, il y avait aussi il y avait le festival qu'organisait Harry-Lap au Palais des Congrès, qui avait lieu au début de l'été. J'ai vu énormément de grandes stars là-bas quand j'étais adolescent. J'ai vu Sonny Rollins, j'ai vu Miles Davis, j'ai vu Dizzy Gillespie, qui sont des Lionel Hampton, qui sont Stan Getz, qui sont des légendes du jazz et qui passaient que là-bas. Et puis il y a pas mal de festivals du Bas au Rhin. Je les connais pas tous, mais il y en a pas mal, hein, de la Petite Pierre comme je disais tout à l'heure, Jazz d'Or, plutôt à Strasbourg. Il y a un festival qui s'appelle Markol Swing, il y a le festival de Münster, le festival de Colmar, le festival de Mulhouse qui est plus free jazz. Il y a quand même... donc, s'il y a autant de concerts, c'est qu'il y a un public pour ça, oui, forcément. En fait, depuis 10 ans, j'organise un concert annuel. Je ne veux pas appeler ça un festival, parce qu'en vrai, c'en est pas un. C'est un concert annuel, de moi, avec les gens avec qui j'ai envie de jouer. J'invite des copains, et j'organise un concert annuel à Urvillers, aussi parce que pour moi c'est agréable de jouer dans un autre cadre que devant un public de spécialistes. Alors j'adore jouer dans les festivals de jazz ou dans les clubs de jazz, mais pour moi en tant que musicien et passionné de cette musique, c'est aussi intéressant d'essayer d'amener un autre public à cette musique-là. Et là ça fonctionne parce que quand je le fais dans mon village, alors il y a des collègues à mon épouse qui allaient dans l'éducation nationale, il y a des gens du village qui viennent, il y a les copains des gens du village, les copains des bénévoles, la famille aussi, il y a des neveux, des nièces, qui seraient certainement jamais allés de leur vie, de leur propre chef, aller à un concert de jazz si ça avait été dans un autre cadre. Et ça me procure beaucoup de bonheur. Au moins j'ai l'impression de servir à quelque chose dans cette société. J'ai refait ça récemment à Hildesheim aussi, oui, c'était la demande d'une amie qui était membre du club de foot, qui a dit, bah tiens, plutôt que de faire une tombola, pourquoi on ferait pas un concert de jazz avec Franck. Et puis oui, on a fait ça, et puis voilà, c'est exactement la même satisfaction, quoi. Et puis on a fait pas mal de choses aussi avec des orchestres d'harmonie, notamment aussi, parce que ça fait 30 ans que je joue plus dans des orchestres d'harmonie, mais ayant beaucoup fait ça en étant jeune et étant toujours très attaché à ces racines-là, j'ai un groupe qui s'appelle Strassax, avec lequel on a écrit un concerto pour quatuor de saxophone et orchestre d'harmonie. On a fait ça en 2018. L'idée, c'était des musiciens professionnels, des jazzmen qui aillent à la rencontre des musiciens amateurs, de leur faire jouer une musique qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, et aussi d'intervenir auprès d'eux, d'avoir une action pédagogique, quoi, de faire des initiations à l'improvisation, par exemple, de les faire travailler en pupitre, et d'avoir une expérience différente que ce que ces musiciens amateurs ont l'habitude d'avoir au sein des orchestres dans lesquels ils jouent de la musique, quoi.
Et voilà, tout ça, c'est des choses qui me passionnent vraiment, ouais, de ce partage, en fait, le fait de pouvoir partager ça. On l'a créé avec l'Orchestre du Conservatoire de Strasbourg, donc là, ce sont de jeunes musiciens en devenir professionnels, en devenir, qui ont une plutôt très bonne culture musicale. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, j'ai pas dit que les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie étaient incultes, hein, on n'en est pas du tout là. Mais c'est vrai que quand on est arrivé dans certains villages, un orchestre d'harmonie, c'est une société. Hein. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a un peu de tout. Et puis pour que tout ce petit monde s'entende, le point commun, c'est la musique. Et la musique qu'on écrit avec Strassax, elle peut paraître parfois un peu étrange et surtout inhabituelle pour ces gens-là. Et comme lorsqu'ils ont commencé les répétitions sans nous, on a eu des retours, on nous disait oh là là, pourquoi on ferait ça et tout. Puis ensuite on est arrivé, il y a eu effectivement cet échange quand on a commencé à répéter avec eux, quand ils ont une vision globale de l'œuvre et puis de l'énergie qu'on y met et tout, c'est passé comme une lettre à la poste partout, auprès de toutes les générations et dans les villages et les villes moyennes. Ouais. L'improvisation a ses codes. J'imagine que l'improvisation dans le théâtre, d'une certaine façon aussi, hein, puisque pour avoir vu quelques spectacles d'improvisateurs dans le théâtre, il y a un thème qui est donné, on part de ce thème-là pour faire ces choses. L'improvisation dans le jazz, en tout cas, tant qu'elle reste mélodique, elle se base quand même sur une structure, sur quelque chose de qui est très structuré, qui est même plutôt cartésien. Hein. Le rythme, c'est quelque chose de cartésien, c'est très mathématique. Et l'harmonie, c'est-à-dire les accords, ça l'est aussi. Il y a quand même une structure, il y a un langage, il y a un vocabulaire, voire plusieurs vocabulaires qu'il faut connaître. Donc ça nécessite quand même plus de rigueur que ce qu'on ne pense. Moi, par exemple, j'aime beaucoup me servir des idées de mes camarades de jeu. Si, admettons, je joue avec un pianiste et que entre deux de mes phrases, il va remplir avec un petit truc, moi, je vais essayer d'attraper ça à l'oreille et de me servir de ça pour aller plus loin. Et là, il y a un vrai échange qui se fait spontanément. Et c'est ça qui est intéressant, notamment. On a fait un hommage à Alain Bachung avec Jean Fauque, qui est son ami et parolier de beaucoup de ses chansons. Avec Strassax d'ailleurs, mais avec aussi des cordes, avec tout ça. Mais c'était aussi parce que Jean Fauque nous avait dit que un des projets d'Alain, qui allait toujours de projet en projet, c'était justement de faire un disque de jazz. Donc on a fait ça. Et puis nous, on écoute beaucoup de rock, hein, on n'est pas monomaniaque, hein, on écoute énormément de musique. C'est d'ailleurs, on parlait d'improvisation tout à l'heure. Ce qui fait le vocabulaire et la spécificité d'un improvisateur, c'est sa culture musicale, c'est son éclectisme en fait. C'est-à-dire, moi j'écoute beaucoup de musique classique, j'écoute aussi du rock beaucoup, plutôt du rock anglais hein, comme Queen ou américain comme Jimi Hendrix par exemple. Jimi Hendrix qui a influencé énormément de jazzman de par sa liberté, puisque c'était un improvisateur incroyable. Aussi. Donc non, il n'y a pas de frontière. Et puis le rock, d'une certaine façon, c'est un des enfants du jazz. J'ai joué à musical, notamment dans la période où j'étais encore étudiant au conservatoire de Strasbourg, puisque lorsque j'étais dans les classes supérieures, nous étions souvent en relation, où il y avait des projets qui se montaient avec des compositeurs contemporains. Et donc des concerts qui se faisaient en partenariat entre le conservatoire et musical et création de ces musiciens contemporains. On a participé à des concerts avec la Croche-Note aussi, avec Armand Ster et Françoise Kubler. Quand j'ai passé mon prix au conservatoire, parce que le saxophone, c'est un instrument récent, qui date du milieu du 19e siècle, donc il n'y a pas à proprement parler de répertoire classique. Des traits d'orchestre, il y en a dans le Boléro de Ravel, hein, où il y a un trait de saxophone hein, qui est connu. Il y a un concerto post-romantique qui est de Alexander Glazunov, mais sinon il n'y a pas de répertoire classique pour cet instrument, c'est que des transcriptions, puisque cet instrument n'existait pas à l'époque des compositeurs classiques. Et donc en revanche il y a énormément de musique contemporaine qui s'étrit depuis un siècle pour cet instrument, et qui est donc de la musique originale qui est spécifiquement écrite pour cet instrument-là. Et ça permet aussi de dépasser de mieux connaître son instrument, parce qu'on fait appel à des techniques
qui sont beaucoup moins courantes, où on utilise des sons comme des multiphoniques, par exemple, qui de loin peuvent ressembler à des grommellements, mais qui en réalité sont un enchevêtrement d'harmoniques, de notes qui créent un tremblement qu'on obtient avec des doigtés très, 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 très particuliers. Enfin, ça permet vraiment d'approfondir techniquement son instrument. Et puis, de la musique contemporaine, ce langage-là, on le retrouve dans le free jazz aussi, hein, dans l'improvisation libre, qui souvent est atonale, qui peut être arythmique aussi, où on va utiliser plus des effets que des notes, plus des sons que des notes. Comment je me définirais en tant qu'Alsacien ? Ouais, c'est hyper intime comme question. Non, je sais pas. Comment je me définirais en tant qu'Alsacien ? Je sais pas. Pour moi, je me définis comme un Alsacien humaniste, de la trempe d'un Victor Schœlcher, par exemple, hein, pour ne citer que lui. Ouvert sur le monde, mais à la fois attaché à ses racines. J'ai toujours vécu en Alsace. J'avais la possibilité d'aller vivre à Paris, à un moment donné même de m'installer à Berlin aussi, ou ailleurs. J'ai jamais franchi le pas. Je me sens très, très attaché à cette région, à la fois sur le plan familial et affectif, tout simplement. Et puis, et je crois aussi qu'il y a tellement de gens qui sont déracinés aujourd'hui, qui se sentent chez eux nulle part, ou partout, à la fois, en fait. Hein, ce qui est bien, puisque finalement, on est tous citoyens du monde. La question, c'est pas d'être ultra communautaire, mais d'une façon presque paradoxale, je pense que c'est une chance de savoir d'où on vient, et de quand on rentre, on sait qu'on est à la maison. Les racines, c'est les grands-parents, puisque j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais j'ai connu mes grands-parents. Mon grand-père, je vous fais pas le dessin, hein, mon grand-père paternel, né en 1907, il suffit de compter les guerres pour savoir combien de fois il a changé de passeport. Cette culture franco-allemande, le fait d'être capitale de l'Europe, c'est pour moi très très important aussi. Enfin, en tout cas, c'est à la fois une fierté et puis je fais partie de cette génération qui n'a connu aucune guerre. J'ai cette chance-là. Je suis un jeune quinquagénaire et ma génération n'a pas connu la guerre. C'est une des premières à pas avoir connu de guerre ici. Et donc, ce symbole européen, la paix ici et l'ouverture sur le monde, moi ça me semble des valeurs qui sont propres à l'Alsace et à l'Alsacien. C'est un métissage, hein. Un Alsacien, d'une certaine façon, c'est un métis qui se nourrit des deux cultures, hein, franco-allemande, on va dire essentiellement. Ou franco-suisse si on va dans le sud de l'Alsace, hein. D'ailleurs ça se ressent dans le dialecte aussi, hein, qui évolue du nord au sud de la région en fonction de comment est parlée la langue de l'autre côté du Rhin. Ça se ressent aussi au niveau de la gastronomie, d'une certaine façon, hein. La gastronomie c'est la culture. Au niveau de la façon de travailler, tout à l'heure tu te disais, oui, l'Alsacien il est plutôt carré, il est plutôt sérieux, quand il travaille, il travaille. Par contre, quand il fait la fête aussi. Et il fait pas semblant. C'est toutes ces choses pour moi qui définissent l'Alsace. Ouais. Je suis dans le nord de l'Alsace, à côté de Pfaffenhofen, et j'ai emménagé là-bas il y a 25 ans. Mon fils avait 3 ans. Et on habitait Strasbourg avant. Et bien que mon épouse soit dialectophone, voire germanophone, on ne parlait pas beaucoup alsacien à la maison, et donc voilà, sa langue maternelle c'était le français, sa mère lui parlait en allemand, il comprenait les deux langues, et donc ça, je vous parle de ça au début des années 2000, fin des années 90, et lorsqu'il est arrivé à l'école maternelle à l'âge de 3 ans, il y avait 20 gamins, et il y en a 18 qui s'exprimaient encore spontanément en alsacien. Et 2 en français. C'était mon fils et une autre petite fille. Mais les 18 autres s'exprimaient encore spontanément en alsacien. Et donc, je pense qu'il y a certains secteurs ruraux où l'alsacien il a une place quotidienne encore super importante. Ouais. Il a récupéré l'alsacien de par ses grands-parents, de par nous aussi.
Surtout ses grands-parents maternels qui ne parlaient pas français, parce que mon épouse est allemande, elle est née de parents allemands, mais elle est née en France, enfin voilà. Donc c'est l'ancienne génération qui lisait les DNA en bleu que en allemand, et qui ne s'exprimait que très peu en français. Donc pour communiquer avec ses grands-parents, il fallait qu'il parle alsacien. Et puis un peu plus tard pour séduire la grand-mère de sa copine aussi. Et puis voilà, donc il parle quelques mots. Ouais. Mhm. Je pense pas que ça soit une langue en voie de disparition, notamment pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Aux gamins dans les campagnes dont c'était la langue maternelle et où les parents disent bah, moi je vais éduquer en gros les parents ils disent moi je vais lui apprendre l'alsacien et il apprendra le français à l'école. C'est ça que ça veut dire. Et donc vous savez bien que quand on apprend quelque chose quand on est tout petit, c'est des acquis qui restent pour toute la vie, quoi. Hein. Tous les copains d'enfance de mon fils, ils parlent quotidiennement l'alsacien. Ouais. En famille et entre eux aussi. Hein, donc là, voilà, c'est des jeunes qui ont 25 ans aujourd'hui, hein, mais c'est la même chose avec ceux qui ont entre 3 et 5 ans maintenant. Hein. Je sais qu'il y a une génération après-guerre aussi où l'alsacien a été interdit à l'école. Hein, mes parents ont connu ça. Et qui, de ce fait, l'ont pas forcément transmis à leurs enfants. Je connais des gens qui aujourd'hui ont la soixantaine, qui ne parlent pas le dialecte parce que leurs parents leur ont pas transmis, mais je sais pas, ou alors peut-être moi je vis dans un environnement privilégié où il y a encore beaucoup d'Alsaciens, mais c'est vraiment au quotidien. Moi quand je vais à la boulangerie, à la poste, au bureau de tabac, chez le médecin, on parle alsacien partout. C'est une tradition orale qui continue, même s'il y en a moins, d'après ce que vous me dites, mais c'est une tradition orale qui continue à se transmettre. Et j'aurais même envie de dire que ça se trouve, l'alsacien est certainement moins impacté par les néologismes que le français. Hein, et par les abréviations de SMS et par tout ce qui fait partie du langage courant, ce qui, d'une certaine façon, enrichit la langue hein, aussi. Je dénigre pas du tout ça, mais qui garde un fond de tradition qui est bien. Non, mais je suis de nature optimiste, moi. Je ne crois pas que l'alsacien va disparaître. En dehors de la caricature, ouais, je sais pas. C'est quoi l'Alsace? C'est une région qui est riche, qui a été beaucoup disputée. Où a été inventée l'imprimerie. Hein, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Plus ou moins? Non, mais c'est toujours pour moi, c'est une région qui est culturelle, qui est riche, qui est dans le bassin rhénan, et puis du nord au sud, c'est très différent. Moi qui habite au pied des Vosges du Nord, par exemple, où on voit j'ai envie de dire la butte de Niederbronn-les-Bains, par exemple, là où il y a les châteaux, le Lichtenberg, le Fleckenstein, tout ça. Puis la plaine d'Alsace, qui a encore un autre visage, hein, si on voit l'Eurométropole, on va dire. Hein. Et puis le Ride, c'est encore autre chose. Le centre Alsace, quand on arrive au pied du Haut-Königsbourg, c'est encore des paysages différents. Dans le vignoble, on a encore autre chose. Dans le Sungo, on a encore autre chose. C'est quand même très très varié, je trouve. Donc, s'il y a une spécificité, c'est celle-là. C'est que c'est très varié. Ma maman, elle venait de Dunsenheim à côté de Horfelden, et mon papa de Romans-Filière à côté de Wasselonne. Et selon que j'étais dans la famille de mon père ou de ma mère, ils ne parlaient pas exactement le même alsacien. Notamment, ils n'avaient pas la même façon de prononcer les voyelles. Et je me moquais d'ailleurs beaucoup de l'alsacien de Horfelden, enfin de Dunsenheim, quoi, parce que nous habitions déjà dans le coin de Strasbourg, et puis celui de Romans-Filière est plus proche du strasbourgeois, si on peut dire, que celui de Horfelden. Ouais. Si vous allez dans le Sungo, l'alsacien est plus proche du suisse allemand que chez nous, quoi, par exemple, que ici. Mais tout ça, enfin, je sais pas, pour moi, je me suis toujours posé la question, je trouve ça finalement très tribal, d'une certaine façon.
Hein. C'est hyper tribal. Il y a des tribus. Lorsqu'on cherchait un terrain il y a 25 ans pour construire notre maison, nous sommes arrivés dans certaines communes où on nous a demandé d'où. Mais alors vous venez d'où? Vous êtes qui? Pourquoi vous voulez venir chez nous? On venait de Strasbourg, hein, tous les deux. C'était pas, mais c'était assez édifiant et impressionnant qu'il y ait ce frein. D'une certaine façon, il y a certains endroits où ça a été un frein carrément. Et là, la langue, par exemple, elle sert aussi de quelque part de laisser passer. Parce que quand on s'agresse à je ne sais pas quoi, un vieux secrétaire de mairie qui a des terrains communaux à vendre et qu'on s'adresse à lui en alsacien, on a déjà marqué un point. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne suis pas un vrai Strasbourgeois. Je suis né à Strasbourg, mais j'y ai très peu vécu finalement. J'ai vécu les 5 premières années de ma vie quand mes parents habitaient Cronenbourg. Et puis j'y ai vécu pendant 5 ans quand j'étais étudiant. Le reste du temps, j'ai toujours vécu ou en banlieue de Strasbourg ou à la campagne. Pas pur. Le Strasbourgeois qui est horneslik, comme dirait Roger, par exemple. Hein, et peut-être, oui, il y a une certaine bourgeoisie strasbourgeoise, on peut dire, ouais. Mais et puis et de l'autre cliché, il y a des gens qui sont très très ruraux à la campagne, mais ça les rend pas inintéressants pour autant. L'avenir de l'Alsace. On peut être optimiste, je crois, même sans faire de politique. Justement parce que finalement une région elle est portée par ses habitants et elle s'enrichit aussi des cultures des autres et comme on a la chance de vivre dans une région qui a une activité culturelle qui est forte, je crois que l'Alsace a de belles heures devant elle.